Je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité à faire cette présentation. Cette présentation va être seulement une partie au niveau de la modélisation, tout simplement parce que c'est un projet qu'on a débuté, moi et Luc Multinier, il y a déjà 1 an, et c'est un projet de 2 ans qu'on a eu une subvention Ecofito, mais je vais vous montrer je vais vous montrer un peu ce que c'est de la modélisation aussi. Peut-être que vous n'êtes pas familier, mais dans un premier temps, il y a une large partie qui va être un peu comme c'est de la santé humaine, il va y avoir une large partie où on va revoir un peu ce qui se passe chez l'animal et ce qui se passe chez l'homme. Un petit peu pour faire le parallèle, parce qu'il ne faut pas oublier que la VTR a été déterminée à partir d'une étude animale. Donc, c'est important aussi de montrer quelle est la différence entre, finalement, les rongeurs et l'homme, et de dire que la relation n'est pas parfaite. Donc, sans plus tarder, voilà, le titre « Le devenir du chlordécone dans l'organisme », je pense que c'était un titre qui était approprié. Parce que c'est vraiment le passage du chlordécone à partir des voies d'absorption. Je dis pas que c'est pas important, mais je ne m'intéresse pas vraiment aux quantités absorbées. Moi, c'est lorsque ça rentre dans l'organisme par les différentes voies d'absorption jusqu'à l'élimination de ce composé-là, parce que c'est à partir de la pharmacocinétique qu'on réussit à comprendre un peu les effets rencontrés. Donc, le contenu, introduction, un petit peu de généralité vraiment très, très bref parce qu'on en a parlé hier sur le chlordécone. Pharmacocinétique, toxicocinétique, c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. Pharmacocinétique, pour les gens en pharmacocinétique vont dire c'est l'étude des médicaments. Toxicocinétique, l'étude des composés toxiques. Mais pour moi, c'est la même chose. OK? Donc, comment la pharmacocinétique aussi peut être importante pour évaluer le danger dans l'élaboration des VTR. À partir des études animales et de l'homme, je vais regarder tout ça et par la suite, un petit peu de pharmacocinétique et j'ai aussi fait quelques simulations pour vous montrer que c'est possible avec le chlordécone de faire quelque chose. OK? Puis, bien entendu, ce que j'aime bien, j'appelle ça un take-home, mais un petit peu ce que vous devriez retenir un peu de cette présentation-là. Donc, voici. Comme on sait, on l'a dit hier, le chlordécone est un composé stable, lipophile, rémanent, peu métabolisé et lentement éliminé. Vous savez tout sur le chlordécone à partir de ça. OK? Donc, comme deuxième point, j'ai la pharmacocinétique étudie l'ADME. L'ADME, c'est l'absorption, distribution, métabolisme et élimination d'une substance dans l'organisme. C'est un peu ça qu'on va passer les différentes étapes de la pharmacocinétique avant de rentrer au niveau des modèles. Donc, c'est vraiment, parce que c'est important la pharmacocinétique, parce que c'est vraiment le passage qui va déterminer finalement, qui va conditionner ou déterminer les effets à la santé. Plus ça reste longtemps dans un organe qui est sensible, et plus il y a de possibilités qu'il y ait des effets dans cet organe-là. Donc, pourquoi les données animales? Pourquoi qu'on utilise des données animales? Tout simplement parce que les données humaines, souvent, ils sont peu ou pas disponibles et l'utilisation de données animales nous aide un peu à comprendre au moins la dynamique cinétique de ce passage dans l'organisme. Et la limitation, j'ai voulu marquer aussi la limitation de cette intervention, tout simplement que je me limite, je ne vais pas entrer dans les effets. D'autres vont le faire beaucoup mieux que moi. Moi, je me limite vraiment à tout le côté cinétique du chlordécone dans l'organisme. Donc, juste pour donner une idée un petit peu générale, vous avez votre chlordécone qui rentre dans l'organisme et qui se distribue dans tout l'organisme. Je marque simplement par absorption orale, mais bien entendu, comme vous le verrez tout à l'heure, il y a aussi l'inhalation et il y a aussi l'exposition cutanée, même si l'inhalation, on a plus ou moins de choses dessus. Puis je vous expliquerai pourquoi. Donc, on a à ce moment-là une absorption, une distribution qui se fait dans l'organisme. Vous avez aussi du métabolisme qui va se faire principalement dans le foie et par la suite, votre composé, il est excrété. Donc, c'est un schéma simple, mais en même temps, c'est juste pour essayer de vous convaincre que ça se distribue dans tous les tissus de l'organisme, mais à différentes concentrations.
D'abord, l'absorption. Donc, vous allez voir sur les différentes diapos, je vais faire toujours le parallèle entre l'animal et l'homme. Puis quand je parle de l'animal, je ne vais pas parler du bœuf ou des brebis, je vais parler davantage des rongeurs et de l'homme parce que c'est ces données-là qu'on a le plus de documentation, si on veut, pour faire nos modèles. Donc, absorption orale, on sait que c'est la voie majeure. Chez l'animal, l'absorption est rapide et importante. On parle de 85 à 90% d'absorption du chlordécone. Et chez l'homme, on a peu d'informations, mais on sait que c'est relativement bien absorbé chez l'homme aussi. Du côté cutané, les données chez le rongeur, l'absorption est environ de 15%. C'est les données qu'on a chez le rongeur, mais on n'a pas énormément de données de ce côté-là chez le rongeur. Chez le poisson et crustacés, on sait que le chlordécone est relativement bien absorbé, on l'a vu hier. Au niveau de l'homme, on parle d'absorption négligeable, mais lorsque la concentration est suffisamment importante, à ce moment-là, on peut penser que l'absorption peut être aussi importante. On peut parler d'une absorption qui a été déterminée à partir des études de Hopewell. Inhalation. Je ne parle pas de l'absorption du chlordécone, je parle de l'absorption du chlordécone en tant que tel, mais je parle davantage compte tenu de la faible tension de vapeur, donc il ne va pas s'évaporer, mais par contre, compte tenu de la poussière de sol ou des choses comme ça, il y a possibilité d'une inhalation chez les travailleurs. Donc, pour l'inhalation, aucune donnée de littérature. Par contre, chez l'homme, quelques études de Hopewell montrent que l'absorption ne serait pas négligeable. Ils ont même mesuré dans certaines poussières qu'il y avait 40% de la masse des particules était du chlordécone. Donc, ce n'est pas négligeable non plus. Donc, voilà pour l'absorption. 3 voies que je considère importantes. La voie orale qui est la plus importante, après cutanée et après possiblement la voie par inhalation. Au niveau de la distribution, c'est pas compliqué. Autant chez l'animal que chez l'homme, ça se distribue dans tout l'organisme. Principalement, je vous disais principalement ou de façon majoritaire, au niveau du foie, du rein, tissu adipeux, muscles et plasma. Règle générale, je vous ai parlé au début que c'était des composés lipophiles. Les composés lipophiles, règle générale, vont se distribuer dans les tissus adipeux, sauf lorsque vous avez des mécanismes ou des systèmes qui vont justement empêcher la distribution du chlordécone au niveau du tissu adipeux. Parce que lorsque c'est lipophile, la lipophilicité, si vous avez une idée, il y a un log KW de 5.4, donc c'est excessivement lipophile. Donc, ça devrait normalement se retrouver là, sauf lorsque on a des systèmes qui vont justement bloquer cette distribution, je dirais normale pour un composé lipophile. Donc, je parlais au niveau majoritairement dans le foie, organes reproducteurs, lait maternel, le cerveau aussi, et on en retrouve dans ces organes-là. Je marque concentration différentielle suivant les régions. Donc, même si vous avez un cerveau, vous avez différentes régions au niveau du cerveau et la distribution n'est pas égale partout. Bien entendu, au niveau du fœtus, on le retrouve aussi cœur, cerveau, foie, rein. Ce qui est important aussi de retenir, c'est que seulement le foie va augmenter de volume suivant la dose d'exposition, tout simplement parce qu'il y a de l'induction enzymatique et aussi des protéines qu'on va voir tout à l'heure, ce qu'on appelle le chlordécone binding protein, pour le dire en français, qui sont aussi responsables de l'accumulation du chlordécone dans le foie. Donc, chez l'animal, on parle que ce soit une dose unique ou une dose répétée, pas vraiment de différence au niveau, suivant les scénarios d'exposition, pas vraiment de différence au niveau de la distribution. Pas de différence non plus entre les jeunes et les vieux pour la distribution du chlordécone. Ça, c'est important parce qu'au niveau de l'âge, vous pourriez avoir dans certains cas une distribution différente, mais ce n'est pas le cas.
Quelques études au niveau de la reproduction, une étude chez les rongeurs dans laquelle ils ont exposé durant la gestation, et une autre étude dans laquelle ils ont exposé la mère en postnatal, justement pour voir le transfert dans le lait maternel. Donc, c'est des études qui sont intéressantes, justement, quand on étudie la pharmacocinétique, de voir le transfert. Donc, le transfert placentaire se fait, et c'est important de le souligner. Au niveau de l'homme, ça se distribue aussi dans tout l'organisme. On parle aussi de foie, tissu adipeux et sang. Et le sang, en règle générale, on le mentionne pas souvent parce que pour ces produits lipophiles, justement par le fait que habituellement la distribution dans le sang habituellement elle est très faible. Mais dans le cas du chlordécone, ce n'est pas si faible que ça. Ce qui influence la distribution, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez dans un premier temps le sang, où vous avez des lipoprotéines qui vont justement capter le chlordécone et le séquestrer au niveau du sang, ce qui explique aussi pourquoi qu'on en retrouve autant. Donc, aussi, une donnée que je trouvais tout de même intéressante, parce que souvent, on va déterminer les concentrations de chlordécone dans le sérum. Et ici, on retrouve entre le sang plasma et les érythrocytes, on retrouve un coefficient de partage de 1,4. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être une partie, et ça, je ne veux pas partir non plus une espèce de polémique là-dedans, mais certaines études montrent que peut-être au niveau des érythrocytes, il y aurait peut-être du chlordécone aussi qui se lierait à ça, donc qui pourrait peut-être sous-estimer. Mais encore là, ça vient d'une étude, c'est quelque chose qui serait peut-être à regarder éventuellement. Au niveau du foie, on a des lipides et des protéines, parce que vous avez aussi des lipides au niveau du foie, mais vous avez aussi des protéines de séquestration qu'on appelle chlordécone binding protein, qui ont été identifiées en 1978 et qui seraient aussi responsables du stockage du chlordécone au niveau du foie, ce qui expliquerait pourquoi on retrouverait autant de chlordécone dans le foie. Et aussi, tissu adipeux, parce que c'est un composé le tissu adipeux est fait de 85-90% de lipides, donc c'est normal de retrouver du chlordécone à ce niveau-là. Mais compte tenu de toutes les interactions lipoprotéines, fait en sorte que vous avez beaucoup moins de chlordécone dans le tissu adipeux que ce qu'on devrait s'attendre avec des composés hautement lipophiles. Ici, c'est simplement une idée de concentration. C'est une étude, c'est à partir de l'étude d'Hibiscus de Luc Multinier, dans lequel c'est simplement pour montrer les différentes concentrations au niveau du plasma, au niveau du cordon ombilical, graisse maternelle, lait maternel. Donc, on retrouve les moyennes que je ne vais pas discuter au niveau des moyennes, mais c'est simplement pour démontrer que vraiment on les retrouve dans ces différentes réservoirs-là. Et ça, c'est important. Ici, désolé, on a rediminué, on a changé le format de ma diapo parce que semble-t-il, j'avais pas le bon format, fait que ça l'a décalé à peu près. Il y a des petites choses qui ont été décalées à cause de ça. Mais ici, c'est simplement pour montrer. Ici, c'est simplement pour montrer le coefficient de partage. Le coefficient de partage, c'est lorsque vous êtes à l'équilibre, c'est la concentration dans un organe donné sur la concentration sanguine. Et ce qui est intéressant, c'est que graisse sur sang est à peu près été calculé dans l'étude Hopewell à 6,7. Normalement, un produit lipophile, ça devrait être entre 100 et 400. Sauf que le fait que le sang ait des protéines à l'intérieur, des protéines sanguines qui séquestrent, va diminuer ce ratio de coefficient de partage. Fois 100, on note 15 ici. Normalement, pour un produit hautement lipophile, parce que j'ai travaillé beaucoup sur les dioxines et donc qui est aussi un composé lipophile, on devrait s'attendre à un coefficient de partage d'à peu près 4, 5 ou 6. Donc, la différence, c'est vraiment au niveau
C'est vraiment au niveau de la séquestration, autre qu'un coefficient de partage entre le foie et le sang. Et donc c'est important. Au niveau des graisses et muscles aussi, bon, 2,3. Ça c'est à peu près, je vous dirais que c'est à peu près normal. Ici, c'est simplement pour montrer la relation entre la concentration plasmatique du chlordécone, mais comparée avec d'autres composés. Vous avez le chlordécone ici qui est en bleu, où est-ce qu'on en retrouve beaucoup dans le sang. Ici, vous avez les perdièmes, et ce qu'on retrouve, c'est des concentrations, je dirais, anormalement élevées pour un composé comme le chlordécone. Donc, il y a quelque chose qui explique cette différence élevée. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les protéines qui vont séquestrer le chlordécone au niveau sanguin. C'est ce qui explique les concentrations qu'on peut retrouver élevées. L'idée, c'est de comparer aussi avec le PCB 138, 153, qui, eux, n'ont pas cette capacité de se lier à des protéines. Donc, on retrouve vraiment des concentrations beaucoup plus basses. Et au niveau des graisses aussi, on devrait retrouver aussi des concentrations beaucoup plus élevées en chlordécone qu'on retrouve. Mais encore là, en raison du sang, c'est ce qui se produit. Et pour le lait maternel, vous voyez que certains composés qui sont aussi lipophiles traversent beaucoup la barrière pour la fabrication du lait. Et à ce moment-là, mais le chlordécone, lui, ne traverse presque pas cette barrière-là. Au niveau du métabolisme, il y a une petite différence entre les rongeurs et l'homme. Pour l'homme, il y a une voie métabolique similaire à d'autres espèces, bien sûr, sauf le rat. Et c'est le rat souvent qu'on utilise pour faire de la modélisation. Donc, dans la phase 1, il y a la formation de l'hydroxychlordécone, et par la suite, vous avez la formation de chlordécone glucuroné. C'est un petit peu ce qu'on voit ici, et c'est à la fois le chlordécone, l'hydroxychlordécone et le chlordécone glucuroné qui éventuellement passera dans la bile pour être excrété. Ici, je disais qu'il y avait une différence, c'est que le rat, lui, ne va pas former de l'hydroxy. Et c'est ici simplement pour le démontrer. Ici, vous avez le ratio chlordécone sur chlordécone hydroxy. Vous avez beaucoup plus chez le rat de chlordécone inchangé que vous allez avoir de chlordécone hydroxy, comparativement à l'homme qui est à peu près du 2 pour 1. Et vous regardez au niveau de la bile, c'est la même chose. Et au niveau du foie, ce qui est intéressant aussi, vous allez avoir aussi chez le rat pratiquement que du chlordécone. Et au niveau de l'homme, un peu plus au niveau du foie, un peu plus de chlordécone, mais les proportions sont différentes, tout simplement que le chlordécone hydroxy n'est à peu près pas formé au niveau du foie. Au niveau de l'élimination, chez l'animal, élimination principalement dans les fesses, ok? Donc principalement, sinon totalement, même s'il y a quelques études qui y montraient un pourcentage, moins d'1% qui était éliminé dans les urines. Donc ça aussi, c'est important. Mais cette élimination-là vient principalement de l'excrétion biliaire à partir du foie. Ok? Donc chez l'homme, on va parler de demi-vie à ce moment-là entre 63 et 165, tout simplement parce que vous avez ce qu'on appelle, vous avez des enzymes, le chlordécone réductase qui va métaboliser le chlordécone en hydroxy, mais vous avez ce qu'on appelle du polymorphisme au niveau de cette enzyme-là. C'est qu'il y en a qui vont être plus performants, des enzymes qui vont être plus performants chez des gens et moins performantes chez d'autres. Par la suite, vous avez surtout l'excrétion que vous allez avoir par exemple, par la bile. Si on dit 100%, par exemple, va être excrété par la bile, ce qui va se rendre aux fesses, ce qui va être éliminé dans les fesses, représente seulement 5 à 10%.
de ce qui va avoir été éliminé. Ce qui se produit ici, c'est que vous avez ce qu'on appelle le cycle entéro-hépatique. C'est qu'une fois que le chlordécone se rend au niveau du duodénum, il est simplement réabsorbé dans l'organisme, ce qui fait aussi en partie ce qui va faire en partie la demi-vie aussi prolongée par rapport à ça, parce que on l'élimine puis tout de suite après on le réabsorbe en grande partie. Sauf 5 à 10% qui va aller dans les fesses. Donc, ça augmente énormément le temps d'élimination. Et vous avez aussi la possibilité de conversion de votre hydroxy en chlordécone au niveau intestinal qui va favoriser la réabsorption. OK. Au niveau de l'animal, on a élimination par le lait qui semble plus important chez le rongeur que chez la femme. 52% d'élimination, ça c'est une référence, 52% d'élimination pendant la période d'allaitement. Je trouvais ça beaucoup, ça c'est chez le rongeur. Je trouvais ça beaucoup, mais c'est la seule référence que l'on a ou que j'ai trouvée. Le chlordécone arrive dans la bile, comme je disais, puis est éliminé. La seule différence, c'est que la circulation entéro-hépatique, elle est peu importante. Ce qui va faire en sorte que vous allez avoir une demi-vie beaucoup plus courte. Vous allez avoir une demi-vie d'élimination chez les rongeurs d'à peu près 45 jours, à peu près, ce qui ressort un peu de la littérature. Donc, et aussi on parle de façon un peu moins majeure. Une autre source d'élimination, pour faire le parallèle, on parle aussi d'une autre source d'élimination avec les dioxines. J'aime bien parler de ça parce que j'ai travaillé longtemps avec les dioxines, mais on a aussi, en plus d'élimination biliaire, une autre élimination qui serait davantage quelque chose qui viendrait au niveau des parois intestinales, mais qui est une élimination un peu moins majeure. D'accord. OK. On continue. Bon, c'est là que ça se garde. Je paye sur le bon. Parfait. Ici, je vais simplement faire le parallèle entre animal et l'homme, un petit peu de la pharmacocinétique que je vous ai montré peu avant. Donc, l'absorption similaire homme-animal, distribution animal et homme, la distribution est similaire dans les deux espèces. Influence, ce que j'ai dit tout à l'heure, influence sang, c'est-à-dire albumine, lipoprotéines. Le foie, c'est principalement les protéines de transport. Tissu adipeux, lipides. Métabolisme, pas de chlordécone réductase chez l'animal, chez le rat principalement. Ensuite de ça, chez l'homme, présence de chlordécone réductase qui va favoriser la formation d'hydroxy. Élimination, homme, la bile, seulement 5 à 10% éliminés dans les fesses, comme je le disais tout à l'heure. C'est là que je reparle de la demi-vie, 165 jours chez l'homme et 45 jours chez l'animal. Maintenant, je veux juste rentrer un peu dans l'estimation de la dose de référence d'une VTR, valeur toxicologique de référence, tout simplement parce qu'on utilise souvent des données animales, et c'est là que je vais rentrer dans mon modèle. Donc, je vais avoir du temps pour rentrer un peu dans le modèle, donc je vais aller rapidement. 3 niveaux d'estimation pour la VTR. On doit connaître, pour faire une VTR en utilisant des données animales, on doit connaître la nature des effets. Est-ce qu'elle est similaire d'une espèce à l'autre? Il faut s'assurer que ce qu'on voit chez l'animal, on puisse aussi le voir chez l'humain, parce que ça nous permet d'au moins de pouvoir mieux estimer ou de façon plus réaliste les faits. Donc, toxicocinétique, les étapes sont-elles similaires? Quelles sont les différences? On a vu qu'au niveau des rongeurs, on avait des différences, au niveau du rat, on avait des différences au niveau de l'homme. Est-ce que c'est majeur ou c'est mineur? La toxicodynamique aussi, mode d'action, mécanisme d'action, sont-ils similaires? Ce sont des questions qu'on doit se poser si on veut utiliser les modèles animaux pour pouvoir faire de la pour faire des VTR. Pour des études chez l'homme, on a des limitations importantes parce que les études épidémiologiques, les études de biomonitoring, dont on a une valeur qui est agrégée parce que souvent les seules données qu'on a, ce sont les données sanguines ou autres. Donc, c'est un peu limitant. On va associer aussi la dose interne à certains effets sur la santé, mais lorsque c'est le temps d'estimer, parce que la VTR, c'est la dose externe qui va nous permettre d'apprécier finalement, puis de pouvoir agir au niveau de la réglementation. Donc, ça nous prend aussi une dose externe. Donc, trop peu de données nous permettent d'établir des VTR chez l'homme.
Donc, sont basés... OK, là, je vais passer vite pour rentrer dans le modèle, parce que c'est un truc que je voulais absolument faire. Au niveau des contaminants, vous voyez, quand on veut définir un modèle, il faut savoir quel est le niveau de... faut voir un petit peu le niveau de précision qu'on veut. Si on prend la dose externe et on regarde l'effet toxique, c'est habituellement ce qu'on a comme données, mais lorsqu'on utilise la modélisation, on peut se permettre d'aller à la fois sur la dose externe, arriver à la dose interne et arriver éventuellement aussi dans l'organe cible pour déterminer dans l'organe cible quelle est la concentration qui va avoir un effet au niveau de l'organisme. Donc, qu'est-ce que la modélisation PBPK? La modélisation pharmacocinétique à base physiologique qui fait référence à l'élaboration de descriptions mathématiques de substances chimiques basées sur des relations quantitatives entre les déterminants critiques des paramètres physiologiques. Voici à quoi correspond lorsqu'on fait on appelle ça une représentation conceptuelle. Vous avez l'homme ici et à côté, ce qu'on fait, c'est qu'on détermine un certain nombre de compartiments, les compartiments majeurs qui vont contribuer finalement à la pharmacocinétique. Ce n'est pas nécessaire de tout reproduire tous les organismes. Vous me donnez encore quelques minutes? 3 minutes? Oui, mais bon, OK. D'accord. Donc, vous avez, dans ce cas-ci, c'est simplement un exemple, OK, dans lequel on a le poumon, le foie, le cerveau et le rein, parce qu'il y a une élimination urinaire, parce que le métabolisme se fait principalement dans le foie, et le poumon, parce que c'était de l'inhalation d'un composé quelconque. Si ce n'est pas un compartiment important, on va habituellement, pour pouvoir faire ce qu'on appelle on appelle en anglais le mass balance, c'est simplement pour s'assurer qu'on considère tout le chlordécone, donc on va faire ce qu'on appelle un compartiment rest of the body ou le restant du corps. Voici une représentation conceptuelle du modèle sur lequel on travaille présentement, qui fait partie du projet de la subvention qu'on a eu Ecophyto. Donc, c'est le modèle qu'on prend ces compartiments-ci. Donc, le cerveau, le poumon, le sang, le rein, la peau. Ça, c'est le rest of the body que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez tissu adipeux, vous avez la glande mammaire et le foie. 3 sources d'exposition, cutanée, inhalation et voie orale. Et le modèle qu'on développe est autant pour l'homme, la femme et bien entendu la période aussi de grossesse chez la femme. C'est pourquoi qu'on rentre le placenta et le fœtus et bien entendu l'allaitement maternel. Et voilà à quoi ça va correspondre. Et pour faire ce type de modèle-là, ça nous prend aussi des paramètres. Mais les paramètres, ce sont des paramètres qui sont réalistes, dans le sens que ça nous prend des volumes de compartiments qui correspondent par exemple au volume du foie ou au flot du sang dans les compartiments. Ça nous prend aussi des coefficients de partage que je vous ai parlé tout à l'heure. Ça nous prend aussi des paramètres paramètres métabolisme qui va nous donner aussi des indications à savoir si les enzymes, la transformation est saturable ou pas, et des constantes d'élimination, bien entendu, ou d'absorption. De la façon dont on fait un modèle PBPK, c'est qu'on développe un modèle habituellement à partir d'un rongeur. C'est ce qu'on est après faire dans la première phase, à partir de données animales. Donc, on construit un modèle. Pourquoi? Parce que c'est sur le modèle animal qu'on a plus de données. Donc, ça nous permet d'avoir une confiance dans le modèle avant de l'extrapoler chez l'homme. Donc, on évalue la prédictibilité du modèle à partir de données animales qu'on a au niveau de la littérature. On extrapole le modèle de l'animal à l'homme en ajustant, bien entendu, un homme, ça pèse 60-70 kilos, ça ne pèse pas 250 grammes. Donc, on extrapole en fonction de ça et on regarde la prédictibilité du modèle. L'avantage de la modélisation PBPK, c'est qu'on va estimer la dose interne associée à un effet. OK? Mais par la suite, par ce qu'on appelle rétro-calcul, on va estimer la concentration externe à partir de la concentration interne. Et ça nous permet à ce moment-là de pouvoir établir une VTR d'une dose externe à partir de cette approche-là. Ici, j'ai simplement utilisé un modèle RA dans lequel on a la demi-vie que je vous parlais
la demi-vie que je vous parlais, et ça nous permet simplement de dire, ben voici, si on est exposé à X et qu'on diminue de moitié, vous pouvez voir que votre concentration va aussi diminuer dans le temps. Ce pourquoi ça fait un plateau, c'est tout simplement, c'est un équilibre entre l'absorption et l'élimination. Dans ce cas ici, on regarde, vous avez trois repas par jour, donc j'ai fait l'équivalent de 3 repas par jour, et voici, on obtient un plateau à partir d'un certain temps. Si d'ici à là, j'ai simplement diminué l'exposition de 10 fois, ce qui donne à ce moment-là une diminution. Donc l'idée, c'est de dire, une fois qu'on a ce type de modèle-là, on peut gérer finalement, si on gère de façon au niveau de la réglementation ou autre, la meilleure façon finalement de diminuer l'exposition, à ce moment-là, il y a possibilité de pouvoir voir aussi les conséquences d'un acte ou des choses comme ça. Voilà. Le message à retenir, on y arrive. Vous savez, moi j'avais 30 minutes au départ, donc... OK, donc le message à retenir, le chlordécone est hautement lipophile, je l'ai dit tout à l'heure. Il existe des différences entre le rat et l'homme. Le cycle entérohépatique chez l'homme et le binding et l'élimination sanguine vont changer finalement les coefficients de partage. Il faut retenir que le rat élimine 3 fois plus vite que l'homme. Les selles sont les voies majeures d'élimination autant chez le rat, chez le rongeur que chez l'homme. Et le chlordécone a une demi-vie qui permet raisonnablement de réduire la charge corporelle en diminuant l'exposition, ce qui n'est pas le cas avec les dioxines, parce que les dioxines, si on a une charge corporelle à un certain niveau, ça prend 40 ans de demi-vie. Ici, on n'est pas dans ce cas-là. OK, le modèle, j'ai presque fini. Le modèle PBK est un outil prédictif. Il est possible d'estimer la dose externe à partir de la dose interne pour une VTR homme en utilisant cet outil-là, parce qu'on le fait avec d'autres molécules. Le modèle PBPK sera aussi un support des agences pour estimer le chlordécone. C'est la dernière. Aussi, je voudrais simplement remercier le programme Ecophyto, bien entendu, pour la subvention touchant le développement du modèle PBPK sur le chlordécone, et aussi Luc Multinier pour être associé au projet. Et sans ces deux éléments, le projet PK-Chlor entier ne pourrait se faire. Merci beaucoup.